Pas. Ok, Papa Lapiro, paix à ton âme. Papa Lapiro, paix à ton âme, parce que c'est des personnes comme toi qui nous ont inspirés à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Et aussi, paix à l'âme de, de tous les combattants qui sont partis très tôt, sans savourer le goût que nous savourons aujourd'hui, parce que, mine de rien, nous avons fait des milliers de kilomètres en l'espace de quelques temps. Et ça, c'est grâce à vous, grâce aux personnes comme vous, qu'aujourd'hui, nous nous sommes levés et que nous nous battons. Nous nous battons pour un Cameroun nouveau, le Cameroun là que vous avez rêvé. Et paix à l'âme de toutes les combattantes qui sont parties, notamment notre maman qui est partie il y a quelques jours. Paix à son âme. Je sais que de là-haut, elle nous regarde et elle est de tout cœur avec nous. Paix à ton âme, maman. Nous sommes là et nous allons toujours être focus comme tu l'as voulu. Aujourd'hui, mes frères, nous allons parler du Game Over. Parce que, comme l'a décrié le feu Lapiro de Banga, déjà cette chanson, je crois qu'elle date de 1989, qui relatait déjà ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Et encore, en 1989 au Cameroun, il faisait bon vivre. Malgré tout ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas nouveau parce qu'en 89, on le connaissait déjà, mais il faisait encore bon vivre. Pourquoi? Parce que on sortait du régime Ahidjo et c'était une continuité de ce régime-là. Raison pour laquelle nous avons eu quand même le privilège et la chance de voir des bus comme les bus de la SOTUC, de voir toutes ces sociétés qui existaient encore en 89, de voir qu'en 89, le Cameroun avait un réseau de transport urbain solide. On ne connaissait pas le travail national qu'on a aujourd'hui, qui est la moto-taxi. Je rends encore hommage et j'apporte mon soutien et je dis mes condoléances à ce père de famille là qui est décédé il y a quelques jours du côté de Bonabéry, précisément sur le pont du Vouri. Et encore, c'est la faute à qui? C'est la faute bien sûr à Paul Biya Binvondo Barthélemy, parce que vous savez très bien qu'on devait construire le pont sur le Vouri pour désengorger ce côté de Bonabéry, mais que malheureusement on a construit le lac sur le Vouri et qui ne permet même pas de désengorger la circulation sur ce pont-là. Normalement, au Cameroun aujourd'hui, au Vouri, sur ce tronçon-là, on devait avoir peut-être 3-4 ponts. Je peux vous dire, à Paris et dans la périphérie de Paris, sur la Seine, on en compte plus d'une cinquantaine sur la Seine qui entoure Paris. On en compte plus d'une cinquantaine. Comment et pourquoi chez nous au Cameroun, on peut réhabiliter un pont moribond à la hauteur de deux nouveaux ponts qu'on pouvait construire? Comment au Cameroun, on peut encore nous expliquer qu'on peut construire un pont? Le prix d'un pont à lui seul coûte le prix de 3 ou 4 ponts qu'on pouvait faire. On se retrouve aujourd'hui avec une circulation parfois alternée sur le pont du Vouri et qui malgré tout continue toujours de créer autant de victimes qu'on aurait pu imaginer que la création d'un pont ou d'un second ou d'un troisième pont aurait pu, n'est-ce pas, sauver la vie de quelques Camerounais. Lapiro de Mbanga déjà, comme lui et comme le grand frère Didier Yango, s'insurgeait de cette situation-là déjà en 1989. Aujourd'hui, en 2019, nous sommes toujours au même endroit. Toujours. Et encore beaucoup plus pire. Mais beaucoup plus pire. En 89, pour certains d'entre vous, vous avez quand même eu la chance. Nous avons eu cette chance-là de monter, comme je disais tout à l'heure, dans les bus de la SOTUC et qui étaient des bus ponctuels. On savait en 89 où on attendait son bus. On savait que le bus, il arrivait à X heures. C'est pas à Paris. Parce que certains qui arrivent à Paris se disent, mais waouh, j'attends le bus à 14 heures et il est là à 14 heures. Non, au Cameroun, malgré tout, on savait à quelle heure le bus quittait
Et à quelle heure le prochain bus devait passer? En 89. Je dis en 89, je ne parle pas de 2000, ça n'existe même pas. En 89, on avait cette ponctualité-là avec les bus. Il y a nos mamans qui sont allées à l'école en train, comme on a aujourd'hui le privilège de prendre le train pour aller, je ne sais pas, du 91 pour se retrouver au 92, je ne sais pas où. Au Cameroun, ça se faisait. On prenait les trains de la gare de Nubel pour se retrouver à Bonabéry. Oui, ça existait. Ça existait, ces choses. Ça existait. Mais aujourd'hui, quitter déjà, je ne sais pas, la gare de Bessenguer pour arriver à Bonabéry, il y a des moments où il te faut pratiquement 6 heures au même endroit. 6 heures de temps. Pour faire, je ne sais même pas 10 kilomètres, tu passes 6 heures au même endroit. Parce que c'est engorgé. Parce que depuis 82, comment je veux dire, qu'un dictateur a pris le pouvoir au Cameroun, il a tout confisqué pour lui. Vous vous souvenez, je crois que c'est en 1987, si j'ai bonne mémoire, ou 88, où le très célèbre journaliste Eric Tindi décriait déjà la corruption. Et pour repenser à cette époque-là, monsieur l'ancien président usurpateur, nouveau président usurpateur du Cameroun, Biya Paul Bivanda Barthélémy, disait à Eric Tindi, il avait donné comme réponse où sont les preuves. Et monsieur Eric Tindi, n'oubliez pas qu'il me suffit de tourner la tête et que le matin tu ne sois plus là où tu es. Une menace à peine voilée. En 88, et à l'époque, Biya avait quel âge? Avec combien d'années au pouvoir? Je crois qu'il avait 6 ans. À 6 ans, des gens pleuraient déjà. Ce que nous vivons aujourd'hui, des personnes comme Eric Tindi et des Camerounais entiers, même le coup d'État manqué du 6 avril 86, si j'ai bonne mémoire, est parti de quoi? Est parti du constat que les militaires ont constaté qu'avec Biya, on allait arriver nulle part. On les a traités de criminels, de ceci, de cela. Mais aujourd'hui, on en est où? À l'heure du bilan. Et cette heure-là, on se dit, mais ces militaires étaient des visionnaires. Guérandi était un visionnaire. Avec tout son groupe, c'était des visionnaires. Parce que ce qui, en 84, merci, c'est qu'ils ont décrié le 6 avril 1984. Et à cette époque, ce monsieur n'avait que 2 ans au pouvoir. Après 2 ans, les militaires ont compris qu'avec ce monsieur-là, le Cameroun allait tout droit vers l'abîme. Aujourd'hui, on leur donne raison. L'histoire donne raison à ces gens. Ils ne se sont pas trompés. En 2019, aujourd'hui au Cameroun, on vit encore plus pire que eux qui se sont levés en 84. En 2019 au Cameroun, pardon, excusez-moi, le Cameroun de Eric Tindi de 87, si je me souviens, n'est plus le même Cameroun. Excusez-moi. N'est plus le même Cameroun de 2019. C'est devenu plus pire. C'est devenu n'importe quoi le Cameroun de 2019. Il y a combien d'années que ces gens décriaient cela? Plus de 2 décennies. Rien n'a été fait. Au contraire, tout est allé de mal en pire. Je dis, tout est allé de mal en pire. Vous savez quoi? La culture au Cameroun, elle est complètement morte. Le football au Cameroun, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'elle est gangrénée par des problèmes intestins, infrastructurels et politiques. Le football au Cameroun est mort. On n'en parle plus. Il y a des problèmes chaque jour dans le football. Les mêmes problèmes. À chaque compétition, vous entendez toujours les mêmes tares. Les primes qui n'ont jamais été payées. Depuis plus d'une vingtaine d'années. Qu'est-ce qui marche au Cameroun? L'électricité, c'est mort au Cameroun. Ça n'existe plus. Pourtant, vous avez un fleuve, le Vouri. Et à Douala, il n'y a pas d'eau. Vous avez le Mungo, il n'y a pas d'eau au Mungo. Vous avez la Leké, vous avez la Sanaga, il y a rien. Il n'y a rien. L'électricité, oublions. Si on veut encore parler de l'eau, ça n'existe pas. Les Camerounais s'abreuvent à quoi? Mais à rien du tout. Les Camerounais ne boivent pas une eau potable.
Le gouvernement n'arrive pas à assainir l'eau, c'est-à-dire à prendre l'eau dans une rivière et la transformer, la rendre potable pour la population. On préfère construire quoi? Les forages. Et ils sont tellement contents de vous construire des forages et on vous dit qu'on vous a donné de l'eau. 90%, plus de 90%. Ça, c'est une étude de l'Institut Pasteur du Cameroun. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est une étude qui a été faite, si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est en 95. En 2015, si j'ai bonne mémoire. Une étude de l'Institut Pasteur qui a révélé la toxicité de la plus grande, de plus de 90% des forages du Cameroun. Notamment de la ville de Douala, qui sont impropres à la consommation. Je dis impropres, la majorité des forages à Douala sont impropres à la consommation. Il y a des toxines, du fer, il y a tout. Le plus grand fléau qui, en termes de santé publique qui guette le Cameroun, c'est le cancer. Le cancer est le fléau qui va détruire les Camerounais. Je vais vous prendre un peu l'exemple de la CDC, l'exemple de la CSPH, la bananeraie de Penja, l'exemple de toutes nos forêts qui sont agressées à longueur de journée avec des pesticides. Nos parents, nos mamans, nos enfants utilisent ces pesticides-là sans aucune protection. Du coup, ils sont livrés à des maladies certaines. Je dis à des maladies certaines. Il n'y a aucune étude. Mais croyez-moi, il y a beaucoup d'ex-employés ou d'employés aujourd'hui de la CDC qui vont développer un cancer. Il y en a qui ont même déjà développé ce cancer, que ce soit un cancer de la peau, un cancer des poumons, tout type de cancer. Parce que ces hommes, ces femmes, ces enfants manipulent des produits toxiques dangereux à longueur de journée sans aucune protection, sans aucune formation. Moi, je me souviens quand j'étais petit, quand j'allais passer les vacances chez ma mère, soit en Kosamba, soit à Mantem, soit à Loé. Je m'en souviens très bien. La saison des épandages, où à cette époque-là, on avait encore des avions qui faisaient l'épandage, c'est-à-dire qui pulvérisaient à partir du ciel les produits sur les bananeraies. Mais les retombées aujourd'hui sont catastrophiques. Pourquoi croyez-vous qu'au Cameroun, les enfants de 7 ans, 8 ans qui n'ont aucun problème mental et tout, qui n'ont même pas de soucis, attrapent l'AVC? Pourquoi vous croyez cela? Pourquoi? Mais c'est tous ces produits toxiques qu'on nous a fait inhaler dans notre jeunesse. Aujourd'hui, nous avons des maladies, même parfois vous allez à l'hôpital, on vous dit qu'on ne trouve pas de quoi vous souffrez et on va accuser, comment je vais dire, un vieux père au village qui ne peut même pas tuer son propre enfant. On dit que c'est lui qui t'a vendu, c'est lui qui te bouffe la nuit. Mais non, c'est ce gouvernement qui a laissé les Camerounais dans l'anarchie. C'est ce gouvernement qui a laissé que nous tuions à petit feu. Pendant ce temps, quand ils sont malades, ils viennent se faire soigner en Europe. Ils envoient leurs propres enfants, même pour un mal de dents, ils prennent des avions pour venir se faire soigner en Europe. Et je tire un coup de chapeau à toute la basse. Je tire un coup de chapeau à toute cette basse-là qui a su se mobiliser. Quand vous entendez des ministres camerounais, en l'occurrence le Premier ministre ou le président usurpateur du Cameroun, dit que sur très haute instruction du chef de l'État, parce qu'il faut toujours cette très haute instruction-là, pourtant on a nommé des ministres. Quand vous entendez ces ministres sur très haute instruction du chef de l'État, il n'y a plus de voyage qui n'est plus justifié. Ce n'est pas parce qu'ils veulent, non. C'est parce que quelque part la diaspora camerounaise a dit niet, vous ne venez plus. La diaspora camerounaise a dit non. Mais frère, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que depuis 1982, Paul Biya, Bivando, Barthélemy Chauve-Souris n'a jamais pensé au bien-être des Camerounais. Jamais pensé. Jamais. Regardez une ville comme Limbé, qui allait être un pôle touristique au Cameroun. Déjà parce qu'elle regorge des ressources halieutiques, des ressources minières et du pétrole. Je vais parler comme ça. Limbé allait être une vitrine du Cameroun.
Kribi allait être une vitrine du Cameroun. C'est-à-dire, quand tu dis aux Blancs, je pars au Cameroun, la première des destinations qui te vient à la tête, c'est Limbe et c'est Kribi. Douala devait continuer à rester, comment je vais dire, le poumon économique du Cameroun. Mais on devait développer le tourisme d'un côté. Ça n'a jamais été fait. Regardez le parc de Ouaza qui meurt de sa propre mort. Parce qu'on a un gouvernement usurpateur aujourd'hui qui n'a jamais pensé au bien-être des Camerounais ou même de développer le Cameroun. Regardez les routes du Cameroun. Comment sont ces routes? Dans une situation catastrophique et dégueulasse. Et dégueulasse. Moi, mes frères, je vous appelle comme d'habitude à regarder le Cameroun. Et rien que le Cameroun. Soyons unis. Parce que le mal qui blesse, les mots qui minent le Cameroun sont liés à une personne, Biya et sa bande. Le Cameroun n'a pas un problème de tribalisme, mais le Cameroun a un problème d'élite. Comme le disait le très regrettable Charles Ateba Yéné, le Cameroun a un problème, c'est son élite. L'élite camerounaise ne défend pas les droits des Camerounais. L'élite camerounaise défend ses propres droits. Voilà la vérité. C'est ça même qui est la vérité. Vous avez un pays comme, pardon, la Tunisie, qui n'a aucune ressource, mais qui est un pays développé. Quand on parle du tiers-monde, on ne parle pas de la Tunisie. La Tunisie a quoi? Le tourisme. Le tourisme. Quels sont les sites touristiques que Dieu n'a pas doté le Cameroun? Le Cameroun, mais a une diversité touristique, mais je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Même, on n'a même pas appris aux Camerounais à faire ce tourisme intérieur-là. Combien de Camerounais vont même à Ouaza? Combien de Camerounais sont allés visiter les lacs jumelles du Mungo? Combien de Camerounais sont allés voir même les chutes de la Lekié? Combien de Camerounais sont déjà arrivés aux chutes de Natiga? Combien de Camerounais ont fait un tourisme intérieur? C'est même pas balisé. Rien du tout. Absolument rien n'a été fait même pour développer ne serait-ce que le tourisme au Cameroun. On vient nous parler des Camerounais qui gagnent 36 000 francs. Je peux vous assurer que si on avait mis ce qu'il fallait, les Camerounais pouvaient gagner même 200 000 francs au SMIC le mois. Oui, c'est possible. Parce que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a tout donné. Vous ne pouvez pas me dire qu'au Cameroun, on a le pétrole. Vous ne pouvez pas me dire que ce pétrole-là va se faire raffiner ailleurs et qu'on vient le revendre. Et qu'on, s'il vous plaît, subventionne même le carburant au Cameroun. Pourtant, nous sommes pays producteurs. Mais c'est quelle imbécilité qu'on subventionne quelque chose que nous produisons. Moi, je serais d'accord aujourd'hui que le professeur Maurice Kamto, au lieu de subventionner le carburant, qu'on vend le carburant même peut-être à 1000 francs pendant 2 ans et qu'on revient le revendre plus tard à je ne sais pas, à 250. Pourquoi on va le vendre à 1000 francs pendant 2 ans? L'argent qu'on subventionne le pétrole chaque mois ou chaque année, cet argent, on peut l'économiser et construire une vraie raffinerie qui va raffiner le pétrole camerounais. Nous tous, nous allons retrousser les manches pendant peut-être 2 ans et revenir trouver un pétrole au Cameroun qui va être 2 ans après à 200 francs le litre. Un carburant à 200 francs le litre. Je suis d'accord pour ce genre de choses. Mais subventionner le pétrole, pourtant on en produit. On subventionne on a le pétrole au Cameroun, mais on n'a pas de route. Pourtant le dérivé principal pour la construction de la route, c'est le goudron, qui est un déchet du pétrole. Mais c'est... Et au Cameroun, je vous dis au Cameroun, on a le kilométrage de route le plus cher au monde. Le plus cher au monde.
Vous avez des gens qui sont capables de se réveiller un matin, vous volez sans vergogne 3000 milliards et tout le monde applaudit. Vous avez un monsieur, parce qu'il est l'ami d'un autre usurpateur, Ngongo, qui vient vous expliquer comment le ciment qui coûte à la base 4200 francs est revendu à l'État à 16 500 francs. Il vient vous l'expliquer en Mondovision et ce monsieur n'a jamais été inquiété. Posons-nous la question de savoir comment nous sommes dirigés dans ce pays. C'est pour vous dire, j'ai travaillé avec le ministère des Transports, le ministère des Travaux publics à Yaoundé. Je n'ai jamais été payé cash. Je vous dis jamais. J'ai travaillé avec ce ministère à Yaoundé. Oui. Je n'ai jamais été payé cash, mes frères. Non. En aucun moment. Voilà comment on me payait. Tu fais une prestation de 6 millions. Ils te donnent, au lieu de te donner 6 millions en espèces, ils te donnent en banque de carburant 9 millions. Tu te débrouilles à aller changer. Voilà comment ça se passait au ministère des Transports quand je travaillais là-bas. On te donne 9 millions en banque de carburant et tu vas changer comme tu veux, c'est ton problème. Tu vas aller voir un pompiste, tu lui donnes les 9 millions en banque de carburant et lui il prend 1 million, il prend 1 million 500 et il te balance le reste. Voilà comment on est payé à Yaoundé. Voilà comment la majorité des prestataires sont payés. La majorité sont payés comme ça. Jamais en espèces. Et même, un travail de 6 millions, le mec va le surfacturer à 24 millions. Il va prendre les 24 millions cash. Le carburant, il prend le bon de carburant et il te donne les 24 millions dans sa poche. Voilà le Cameroun. À un moment, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vie-là? Toutes les personnes qui te disent, oui, le RDPC est bon, c'est parce qu'ils profitent de ce système-là. Oui, j'ai travaillé comme ça. Mais à un moment, j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à comprendre. J'arrivais pas à comprendre. On te donne, je dis bien, parfois j'ai les prestations de 3 millions, mais je n'avais jamais reçu 3 millions cash. C'est les banques de carburant qu'on me donnait, on me payait en banque de carburant. C'est ce qui se passe au ministère des Travaux publics que je connais bien. Pour avoir été prestataire à ce ministère, je connais très bien comment ça se passe. On te paye en bon carburant. Que celui qui est à Yaoundé, qui me dit qu'il n'a jamais fait une prestation, et même dans la plupart des ministères, qu'on n'a pas payé en bon carburant. C'est comme ça que ça se fait. Je vous disais, quelqu'un qui vient vous dire qu'il a acheté un sac de ciment à 4 000 francs et qui revend le sac de ciment à 16 500. Qu'il a acheté un camion de sable qui coûte 90 000 francs et qu'il revend le même camion de sable à l'État à 700 000 francs et on vous dit oui, c'est normal. Mais j'ai jamais vu ça. Et que les Camerounais qui continuent de mourir dans nos hôpitaux, nous taisons, nous fermons nos bouches. Mais ça sort de l'ordinaire, on ne comprend pas. On devait tous s'insurger. Tous les Camerounais réunis devaient s'insurger. Voilà nos frères militaires qui sont en train de mourir en même temps que la population au sud-ouest. On est toujours une bonne partie, surtout nous les francophones, on est assis devant nos télévisions, on regarde les journaux, on regarde nos films, nos séries télévisées. Canal 2 et toutes ces chaînes-là devaient même arrêter de nous projeter ces séries télévisées-là parce que le Cameroun est en train de se mourir. Le Cameroun est en train de mourir. Maintenant, on va vous apporter les trucs de télénovelas, abrutis nos sœurs, qui ont même brûlé des maisons parce qu'elles étaient en train de suivre, je ne sais pas, Sergio et Marima, je ne sais pas quoi. Non, mes frères, l'heure est grave au Cameroun et encore, ça va plus grave de jour en jour. Allez faire un tour. Pour celui qui croit que le Cameroun est bien, même le ministre qui croit que le Cameroun est bien, je vous demande d'aller faire un tour dans nos hôpitaux. Allez à la Quintini le matin à 7 h et retournez chez vous le soir à 19 h. Vous allez rentrer chez vous que vous le vouliez ou pas, les yeux gonflés. Les yeux enflés parce que vous avez pleuré toute la journée. Je ne vous demande pas seulement d'aller rester au jardin. Non.
entrez dans les chambres, faites le tour, saluez les malades, regardez les malades, faites le tour. Vous n'allez pas pouvoir supporter la misère des Camerounais. Vous n'allez pas supporter cette misère-là. Voir des Camerounais qui sont abandonnés à leur propre sort dans nos hôpitaux. Pourtant, vous avez un ministre qui est capable de débloquer à lui seul 200 millions pour venir se faire ausculter en Europe. Je dis un seul ministre. Comment pouvez-vous me dire que quelqu'un qui dit partout, qui se vante d'avoir construit des hôpitaux au Cameroun, que cette personne-là et son gouvernement sont systématiquement envoyés en Europe pour se faire soigner. Mais pour qui avez-vous construit ces hôpitaux donc? Vous les avez construits pour des rats, pour des chauves-souris comme vous, ou vous les avez construits pour je ne sais qui, parce que ce n'est pas pour les Camerounais. Si vous-même, vous dites que vous avez des hôpitaux de référence au Cameroun et que vous n'êtes même pas capable d'aller vous ausculter, vous faire ausculter, je ne dis même pas vous faire soigner, je dis vous faire ausculter dans ces hôpitaux-là, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez même pas confiance. Vous n'avez pas confiance à la qualité du personnel. Vous n'avez même pas confiance aux infrastructures, déjà qu'il n'y en a même pas. Et j'en discutais parfois avec mon frère, un mec qui me disait pendant la campagne, on a construit des hôpitaux. Faites une différence. Il y a une très grande différence entre un bâtiment qu'on a construit et un hôpital. Un hôpital, ce n'est pas que le bâtiment. Et encore, il peut avoir un hôpital même sans avoir un bâtiment. On peut même faire un hôpital de référence même avec une tente. Un hôpital, c'est le matériel d'abord. Et la qualité du personnel, c'est ça qui fait un hôpital. Où je peux dire le personnel d'abord et le matériel ensuite. Et même, je ne sais pas, les deux vont de pair. Parce que sans personnel, il n'y aura pas de matériel. Et sans matériel, il faut un bon personnel pour être formé sur un bon matériel. Vous avez les plus grands chirurgiens du monde qui sont des Camerounais. Vous avez des plus grands spécialistes cardiovasculaires qui sont des Camerounais. Ils permettent aux Occidentaux de rallonger leur âge limite de vie, de rallonger la vie. Mais au Cameroun, la vie se rétrécit. 52 ans pour les hommes et 55 pour les femmes. Voilà le Cameroun que Paul Biya nous a laissé. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien, pas d'eau, absolument rien. Je dis, faites un tour à la Quintini et vous allez comprendre l'essence du combat que nous menons aujourd'hui. Oui, nous faisons un combat noble. Certes, il y en a qui sont là pour leurs propres intérêts. Mais pour la majorité des personnes qui sont dans ce combat, ils sont là pour l'intérêt du peuple camerounais. Pour l'intérêt du peuple camerounais. Alors mes frères, au Cameroun surtout, parce que le changement du Cameroun ne se passera nulle part ailleurs qu'au Cameroun. Le changement au Cameroun ne se fera que quand les Camerounais vont être unis face à l'adversité qui est ce régime et non à la division. Aujourd'hui, l'heure n'est plus de dire que tel est le futur président du Cameroun. Il y a eu une élection qui a livré un verdict qui a été volé. Et la personne qui représente aujourd'hui ce qui s'est passé au Cameroun le 7 octobre 2019 a un seul nom, c'est le professeur Maurice Kamto. Il est camerounais. Il est camerounais. Il n'est pas Bamileke, mais il est camerounais. Parce que je vous mets au défi, et je mets qui que ce soit au défi, de me produire le passeport de Maurice Kamto écrit dessus Bamileke, nationalité. De me produire une pièce d'identité de Maurice Kamto écrit dessus Bamileke comme étant sa nationalité. De me produire un certificat de Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, écrit dessus nationalité Bamileke, ça n'existe nulle part. Il n'y a qu'une seule nationalité au Cameroun, c'est la camerounaise. Nous n'avons qu'un seul passeport, c'est le Ndolé que nous avons. Il n'y a pas un passeport
il n'y a pas 350 ou 300 passeports au Cameroun qui va représenter ou qui représente chaque ethnie du Cameroun. Il n'y en a qu'un seul. Quand le professeur Maurice Kamto ramenait Bakassi au Cameroun, il n'avait jamais été présenté comme Bamileke, mais il avait été présenté comme Camerounais. Quand le professeur Maurice Kamto est dans des institutions au monde, il n'est jamais présenté comme Bamileke, mais il est présenté comme Camerounais. On dit le Camerounais Maurice Kamto, membre de telle académie, membre de telle institution. On ne dit jamais le Bamileke parce que ça n'existe nulle part. Il y a deux tribus au Cameroun, mes frères. Il y a la tribu des hommes riches et la tribu des pauvres. Où vous êtes à l'intérieur? Vous qui vous dites, non, on n'aime pas les Bamileke, on n'aime pas les Douala, on n'aime pas ceci. Mais vous vous retrouvez en masse dans ces tribus-là. En masse. Tous les Camerounais sont identifiés et identifiables dans la tribu des pauvres que nous sommes. Nous tous, nous faisons partie de cette tribu-là. Paul Biya n'est pas boulou. Paul Biya fait partie de la tribu des riches, de la tribu des voleurs. Jean de Dieu Momo n'est pas Bamileke. Jean de Dieu Momo fait partie aujourd'hui de cette tribune de voleurs, de riches, des personnes qui se sont accaparées les richesses camerounaises. Laurent Esso n'est pas Douala, il n'est pas Sawa, mais il fait partie de cette tribu des riches. Nous faisons partie de cette tribu des pauvres. Voilà comment le Cameroun est composé en deux entités. L'entité des riches, qui n'est qu'une infime minorité des Camerounais, même pas 0,5% des Camerounais, et l'entité des pauvres, qui à elle seule concentre 98% des Camerounais. Vous appartenez, vous croyez appartenir à une tribu. Vous croyez appartenir à une tribu en disant, oh là là, nous, on est du RDP, à une entité politique, autant pour moi je voulais dire, en disant, ah nous, on est du RDPC, nous, on est du ceci, nous, on est du cela. Est-ce que cela vous donne un pass pour l'hôpital? Quand vous arrivez à l'hôpital là, vous dites, je suis du RDPC, est-ce qu'on vous soigne gratuitement? Non mais répondez à ma question, mes frères. Répondez à ma question. Quand vous arrivez dans nos hôpitaux là, vous dites que moi je suis, comment vous dites ça? Je suis président de la sous-section RDPC littoral. Est-ce que pour cela, on vous accorde un traitement de faveur? Est-ce qu'on vous soigne? Est-ce que vous allez à la pharmacie, vous dites que je suis président sous-section RDPC et que vous avez des médicaments gratuits? Non. 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 Si je me trompe, écrivez-le. Je vais remettre les écritures pour voir. Écrivez. Attendez, je remets parce que je ne lis pas. Écrivez-le. Voilà, là maintenant je suis prêt. Je vous lis. Dites-moi si parce que vous êtes président ou vous êtes même militant du RDPC ou de n'importe quel parti au Cameroun, ça vous donne droit à un pass gratuit dans n'importe quel hôpital. Non. Absolument pas. Ce qui vous donne droit à l'hôpital, ministre ou pas, ministre ou pauvre, c'est la grosseur et l'épaisseur de votre porte-monnaie ou de votre compte bancaire. Ah oui. Parce que quand toi, Madame Jean Tantapion, quand tu arrives à l'hôpital à Quintini, on regarde d'abord si tu es arrivé avec une belle voiture. On regarde comment tu es habillé. Et à l'instinct, le médecin qui arrive se dit, ah, dis ma fille Gemoni, la personne s'il peut avoir l'argent. On prend un peu soin de toi parce qu'on se dit, ah non, c'est quelqu'un de la classe. On va avoir des pourboires, on va avoir ceci. Quand tu arrives avec les tchakalawato au pied, les look on fire, on te regarde. On te dit, madame, asseyez-vous là-bas, monsieur, asseyez-vous là-bas. Non, 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 asseyez-vous par terre, monsieur. Ne venez pas salir ici. Mais celui qui a garé la RAV4 là ou la Mercedes là dehors, on lui donne même la chaise du bureau. On lui donne la chaise du bureau. Mais toi, qui es venu avec le look on fire au pied, si vous voulez, essayez cette expérience. Essayez. Demain matin, réveillez-vous, portez des habits sales. Je dis à vous les riches là, portez les habits sales,
allez à la Quintini avec des babouches. Et avec la boue même. Asseyez-vous, vous allez comprendre comment on va vous traiter. Et demandez même à votre chauffeur de venir habiller en costard avec votre voiture. De vous deux, vous allez voir qui on va mieux recevoir que l'autre. Voilà ce qui vous donne droit à la Quintini. La couleur de votre argent. Ce n'est pas votre titre de machin là. Ce n'est pas votre titre de président sous section RDPC. Ce n'est pas ça qui vous donne droit à l'hôpital à Quintini quand on vous réserve une belle chambre. Non. À la Quintini, même quand vous êtes au petit payant, le traitement que celui qui est venu avec la voiture a n'est pas le même traitement que celui qui est venu à pied à taxi. Vous n'avez pas le même traitement. Ici, le médecin, il est souriant, très attentionné, parce que c'est la famille Paul Sopor, parce que c'est la famille Kadi de Fosso, parce que c'est la famille, je ne sais pas quoi, Ngongo. On est souriant avec vous, on est aux petits soins. Vous êtes dans la même salle, hein? Mais de l'autre côté là, c'est l'enfant de John de Dog Camden. Ah, dis donc, dame, a ballon m'a dit non. Quand elle appelle le médecin, il y a quoi? C'est moi qui t'ai donné la maladie là. C'est moi qui t'ai envoyé. Pardon, ne viens pas me déranger. Voilà comment on vous répond. Parce que vous êtes pauvre. Et c'est ça le Cameroun. C'est deux clivages, c'est deux routes. La route du riche et la route du pauvre. Vous venez à longueur de journée. Vous battre pour ceux qui n'ont rien à cirer de vous. Tout simplement, peut-être parce que vous allez faire un live où vous allez insulter la brigade anti-Sardina, où vous allez insulter le professeur Moïse Kamto, où vous allez insulter je ne sais qui. On va vous donner 10 000 francs ou 100 000 francs. Mais attendez, c'est juste la ration alimentaire de combien de jours? Et après, les vraies situations, on les connaît quand on est à l'hôpital. On connaît ces vraies situations-là quand on est à l'hôpital. Changeons, mes frères. Changeons. Prenons conscience que nos actions permettent à ces voleurs-là de se maintenir au pouvoir. Moi, je m'adresse à tous les Camerounais, sans exception. Je m'adresse, je dis à tous les Camerounais sans exception, parce que nous souffrons tous du même mal. Le 6 novembre, je crois, 2017, je faisais une vidéo. Je m'en souviens encore. N'allez surtout pas croire que j'ai regardé cette vidéo. Dans cette vidéo, je m'insurgeais contre vous, militants du RDPC. Je crois que c'est le 6 ou le 8. Pardon. Je m'insurgeais contre vous, militants du RDPC. Parce que, à la vérité, vous aimez bien porter le pagne. Vous aimez bien élaborer le pagne. Ou mettre le t-shirt OJRDPC, OFRDPC, RDPC. Vous aimez bien porter ces pagnes, les élaborer à longueur de journée. Mais vous êtes aussi les premières personnes, les premières victimes à maudire Paul Biya derrière. Vous êtes les premières victimes à maudire ce gouvernement, à dire ça ne va pas. Quand vous êtes dans vos maisons là, vous êtes enfermés dans vos maisons là, vous êtes les premières personnes à dire le pays va mal. Le pays est dur. Oh, mon enfant a eu la licence, il n'a pas eu le travail. Je dis, vous qui portez les robes du RDPC, les chemises et tout, vous dites la même chose que nous disons. Ce que vous dites là dans vos maisons, fermées là, n'est pas différent de ce que nous disons devant vous. C'est pas différent. C'est pas différent. Le RDPC, ce n'est pas Maître Pensi. C'est pas Maître Pensi qui fait le RDPC. C'est pas Hervé Emmanuel Com qui fait le RDPC. Le RDPC qui fait le RDPC, c'est vous. Vous ne vous indignez jamais en public. Vous préférez rentrer dans vos chaumières et dire ça ne va pas. Oh, c'est dur. Oh, le pays va mal. Mais quels sont ceux qui contribuent de faire en sorte que le pays aille de plus en plus mal? Mais c'est vous, ces militants. Qu'est-ce que le MRC réclame? Qu'est-ce que la majorité des Camerounais réclament? Même s'ils n'osent pas franchir le pas d'aller plus loin. Mais on réclame que le bien-être. On ne réclame que le bien-être. On ne réclame qu'un meilleur système de soins au Cameroun. On ne réclame que la revalorisation du SMIC. On ne réclame que les infrastructures.
On réclame un pays bien gouverné. Le respect des institutions. Un pays avec des institutions fortes et non avec des hommes forts. Voilà ce que le MRC, voilà ce que nous réclamons. Et voilà ce que vous réclamez même dans votre subconscience. C'est ce que vous réclamez. Beaucoup de vos enfants, au péril de leur vie, comme nous autres, ont marché pour arriver en Europe. Ont galéré pour arriver en Europe. Pourquoi? Pourquoi vous vous êtes cotisé pour libérer vos frères en Libye? Pourquoi vous vous êtes cotisé pour faire quitter vos frères du Nigeria pour arriver au Niger? Parce que ça ne va pas au pays. Parce que c'est mort au pays. Mais croyez-moi, vous avez trompé. Et vous êtes en train de piétiner la mémoire de tous ces Camerounais-là qui, à la recherche d'un avenir meilleur, ont laissé leur vie au désert, dans la Méditerranée. Et ça se retournera tôt ou tard contre vous. Parce que si vous avez pensé aux enfants de ces familles-là, qui parce qu'ils voulaient voir leurs parents avoir une belle vie, ont pris la route, et qu'aujourd'hui, parce que vous allez gagner 10 000 francs en une journée, parce que vous allez gagner un pain avec une boîte de sardines, parce que vous allez gagner 3 poissons avec une cuisse de poulet, et on va vous rappeler 6 mois après, je me demande si 3 poissons et une cuisse de poulet va vous nourrir pendant 6 mois. Paul Biya ne s'appelle pas Jésus pour transformer 5 pains en des milliers de pains. Il ne s'appelle pas Jésus pour transformer un poisson ou 5 poissons en des milliers de poissons. Paul Biya, c'est Paul Biya, un être humain qui va mourir comme vous tous, comme nous tous. Mais rien que pour ces pains-là, rien que pour ces 3 poissons qu'on va vous donner, et en plus même, il faut être fort pour avoir les 3 poissons. Parce qu'on va les étaler là, après ce serait qui gagne, gagne. Le plus fort gagne. Celui qui va pouvoir donner les coups de poing pour accéder à ces poissons. On a vu des Camerounaises comment je veux dire, se pétrir dans la boue parce qu'elles voulaient garder un tissu de merde. On a vu des Camerounais se bagarrer pour un t-shirt de merde. Un t-shirt qui ne vaut même pas 1000 francs CFA. On a vu des Camerounais dans la boue se déchirer pour cela. On vous a vu vous battre pour ramasser des grains de maïs. À quoi Paul Biya vous a réduit? Et que vous êtes incapable de dénoncer cela. À quoi Paul Biya vous a réduit? Pour un bout de pain. Paul Biya vous a réduit à une boîte de sardines. Oh là là, vous avez dévalorisé la sardine. Laissez-moi vous le dire. Il fut une époque, je me souviens, la sardine au Cameroun avait une valeur. Ah oui. La sardine au Cameroun avait une valeur. Le pain de Douala de Yaoundé avait une valeur. Moi, quand je partais en vacances au mois de juillet dans mon village, mais si je ne ramenais pas la sardine à quelqu'un, j'avais commis un sacrilège. Mes amis que j'ai laissés, mais les membres de ma famille, on tuait même les gens pour cette sardine que vous avez dévalorisée comme vous avez dévalorisé notre franc CFA. La sardine au Cameroun avait une valeur. Aujourd'hui, la sardine n'est plus l'ombre d'elle-même. Elle est zéro. Il y a des Camerounais même qui refusent même de manger la sardine aujourd'hui. Il y a des Camerounais qui refusent de manger la sardine aujourd'hui. Mais quand je partais au village, ah ouais, tu ramenais un pain avec une boîte de sardines ou 2 pains avec une boîte de sardines. Mais mon Dieu, c'était un cadeau que tu avais donné à quelqu'un. Mais on attendait cela. J'ai passé 2 ans avec ma grande-maman. Et à chaque fois que ma maman revenait de Douala, la chose la plus importante, oui, je voulais voir ma mère, mais la chose la plus importante pour moi, c'était manger le pain et la sardine que ma maman m'a apporté.
c'était manger ce pain-là. Bon, quand je l'embrassais, maman et Yayato, mais quand on venait même me dire au champ que ta mère est déjà là, mais la course que je prenais, tu ne pouvais pas imaginer. C'était pas trop pour voir ma mère. Ah non, c'était pour goûter la sardine. C'était pour manger ce pain et cette sardine-là qui avait un goût particulier. La sardine d'aujourd'hui qui est au Cameroun, c'est le sang des Camerounais. C'est ce sang-là qui est concentré dans ces boîtes de sardines, qui fait que cette sardine a perdu sa splendeur, a perdu sa valeur. On vous a réduit à cela. Mes frères, réveillez-vous. Vous de Washington, vous là, de Washington, vous n'êtes pas plus Camerounais que ceux qui vont aller le 22 samedi. Vous n'êtes pas plus Camerounais qu'eux. Vous êtes autant Camerounais que ceux-là. Mes frères des États-Unis, c'est pour vous que je fais ce direct aujourd'hui. Mes frères des États-Unis, réveillez-vous. Pourquoi vous êtes là-bas? 99%, voire peut-être, si j'exagère, 92% d'entre vous aux États-Unis ne sont pas là parce qu'ils sont allés faire les études. Et même quand on va faire les études, normalement il est stipulé qu'après ces études, on doit retourner chez soi, retransmettre le savoir qu'on a acquis. Pourquoi vous restez? Pourquoi vous restez? Tout simplement parce que vous savez très bien que ce pays ne peut pas et ne vous apporte aucune garantie sociale. Il ne vous apporte aucune garantie infrastructurelle. Il ne vous apporte aucune garantie dans l'ensemble. C'est pour ça que vous restez encore aux États-Unis. Parce que je suis sûr d'une chose. Si le Cameroun était l'équivalent de la France, beaucoup d'entre vous seraient rentrés au Cameroun. Beaucoup. Et je peux vous garantir que si toi, le médecin qui est aux États-Unis, on te propose au Cameroun la moitié de ton salaire. Je dis la moitié de ton salaire que tu gagnes aux États-Unis, on te propose au Cameroun. On t'assure un meilleur système de santé. Même comment je dis, même l'enseignant, je prends même l'enseignant. On te propose la moitié de ton salaire. On te propose l'encadrement que tu as pour tes enfants de peut-être 0 à 5 ans. On te dit, l'État prend peut-être 80 ou bien l'État prend en charge certaines choses pour tes enfants. On te propose ici une maison à bas coût. Parce que si ton salaire au Cameroun, il est peut-être de 1 million de francs. Et qu'on te dit, voilà une maison, 4 pièces, et que tu vas la payer, c'est un HLM, c'est une maison pour tout le monde, c'est un HLM. On dit, tu vas payer cette maison-là à peut-être même 50 000 ou 70 000, 4 pièces. Parce que l'État prend peut-être en charge 20% ou 30%. On te dit que l'électricité, le jour où Eneo fait péter ta télévision, Eneo te dédommage. On te dit le jour où, je ne sais pas, sans faire la publicité, je vais prendre un truc qui est passé. Soko Voyage, par exemple. Tu payes un billet pour voyager à 10 h et qu'on te fait voyager à 14 h qu'on va t'indemniser. En fait, on te met un meilleur système. Pas peut-être à la hauteur du système américain ou français, mais un peu équivalent où tes droits sont respectés. Beaucoup de Camerounais vont se retrouver au Cameroun, qui sont aux États-Unis. Beaucoup vont retourner au Cameroun. Il y a des gens en France qui gagnent 1 500 €, qui sont prêts de retourner au Cameroun gagner 650 €. Oui. Vous savez, il y a 2 jours, j'ai mangé une mangue. Et cette mangue-là, je l'ai achetée à 2,50 €. Presque 1 500 francs CFA. Plus. J'aurais, au Cameroun, acheté tout un panier de mangue à ces 2,50 €. Alors pourquoi vous croyez qu'en gagnant la moitié de ce que je gagne ici, je ne retournerai pas au Cameroun presto illico et en ayant l'assurance d'être soigné? Pour ceux qui n'ont pas, parce que même en France, ce n'est pas tout le monde qui est pris en charge par la Sécu. Non.
Il y a des indigents qui sont pris en charge par la Sécu. Il y a des gens qui sont pris en charge à 60%. Il y a des gens qui sont pris à 50%. Il y a des personnes comme moi qui sont pris en charge à 100% avec ma carte vitale. À 100%, je suis pris en charge. Parce que je n'ai pas les moyens. Si c'était fait au Cameroun, je serais rentré au Cameroun demain parce que franchement, croyez-moi, l'Europe, ce n'est pas le paradis. Je parlais encore il y a quelques jours de nos sœurs. Mais elles ne sont pas que nos sœurs. Il y a aussi nos frères qui font 3-4 boulots par jour. Et mes frères au Cameroun, parce que le message, il est pour vous, mes frères au Cameroun. Vous qui comptez sur tonton. J'ai vu un tonton abandonner son frère dans la mort. Dans la gorge de la mort. Il a appelé son frère parce qu'il était... Le mec, il avait déjà fait presque une semaine sans manger. Il a appelé son oncle. Et son oncle a dit, ne m'appelle plus jamais. Vous savez combien il a envoyé à son neveu? 20 euros. Quelqu'un qui est dans la galère, la misère la plus totale, il a envoyé 20 euros et il lui a dit, ne m'appelle plus jamais. Parce que même chez moi ici, ça ne va pas. Croyez-moi, bientôt, très bientôt même. Comme vous ne voulez pas prendre conscience que c'est dans l'union que nous allons changer le Cameroun. Vous vous dites, ah, j'ai ma tante qui est en France. Moi-même, j'ai attendu. Vous vous dites, j'ai ma grande soeur qui est en France. Ah non, oui. Vous vous dites, j'ai mon petit frère, j'ai mon grand frère. Mais le système en France est en train de tuer même les 4-5 boulots que les gens font par jour. La pression fiscale en France devient telle que même nous n'arrivons même plus à supporter. EDF vient d'augmenter le prix de l'électricité. Comment je vais dire ça? Gaz de France prévoit une augmentation. Tout est en train d'augmenter. Vous croyez que vos frères là, à un moment, ils ne vont pas être fatigués de vous envoyer des Western Union? Déjà, même pour qu'il vous envoie un Western Union, il faut que vous marchiez derrière lui pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois même pour qu'il vous envoie un Western Union. Maintenant, vous allez marcher 6 mois. Après, vous allez marcher 1 an. Parfois, même tu veux que ton oncle t'envoie 50 euros. Mais l'argent que toi-même tu dépenses au téléphone pour l'appeler, tu as déjà dépensé la moitié de 50 euros. Voire même plus de la moitié de 50 euros. Rien que pour l'appeler. Parce qu'il y a un rendez-vous after. One after another. Il te donne rendez-vous aujourd'hui, demain il te donne un autre rendez-vous. Il te donne rendez-vous demain, tu ne fais qu'appeler. C'est toi qui mets le crédit de colo. Ouais, tonton, c'est comment notre grand frère? Il te dit non, attends, appelle-moi mercredi. Tu mets encore colo. Mercredi, tu appelles, ça fait déjà 2000. Tu appelles comme ça 15 fois. Pour 50 euros la moitié. Bon, finalement, même, bête, tu n'appelais même pas. Parce que tu as dépensé même ton argent pour rien. Et comme il t'a donné la one time, s'il te plaît, si tu es sage, il faut l'appeler après 2 ans. Bon, c'est pour ça là. Parce qu'il va rentrer avec les paires de chaussures usagées qu'il a utilisées. C'est pour ça que vous ne voulez pas vous lever. Quel est votre avenir? Et toi seul, mon frère de 17 ans, 18 ans, 20 ans, tu as déjà 1 ou 2 enfants. Tu vas les nourrir avec quoi? Ton avenir a été gâché par Paul Biya. Tu continues de porter le haut du RDPC. Quel est l'avenir de ton propre enfant? Mais ne te bats pas pour toi. Le professeur Maurice Kamto, le 26 janvier, a un message qui reste gravé dans ma tête, qui ne quitte jamais de ma tête. Quand il disait à ces jeunes, rentrez chez vous et demandez à vos parents de venir, que nous nous battons pour vous. Toi, mon frère, tu es déjà père d'enfant. Tu as master, tu as licence, tu as tout. Tu as tous les diplômes requis pour pouvoir t'en sortir dans la vie. Maintenant, même quand tu baisses ce pantalon-là, même le travail là, tu n'as pas. Parce que tous ces gens sont devenus des sectaires. Ils ont besoin de vous casser le cul tous les jours. Je dis, quand tu baisses ton pantalon là, il te donne le travail là pour 2 mois après. Il est obligé de te remettre dehors pour chercher un autre qui va venir lui donner son énergie cosmique et mystique qu'il a. Il est obligé de te mettre dehors. C'est pour ça qu'après 6 mois, 3 mois, vous fout à la porte. Parce qu'on a besoin de renouveler le rite satanique qu'on est en train de faire au Cameroun. Tu as tous les diplômes.
Tu as 2 enfants. Tu n'as pas d'avenir. C'est toi le premier qui va aux réunions du RDPC. Paul Biya Ayop, c'est toi le premier. C'est toi la première personne à cogner à la porte le jour du meeting. Tu es là avant tout le monde. Bien. You don't come to you rotten last for tear. You be first man. C'est toi la première personne à crier Paul Biya Ayop. Parce que Marie-Lise bête. Marie-Lise doit la bête. Je dis bien Marie-Lise, bête comme ses pieds de député qu'elle a là. Elle va venir te donner 2000, 3000 après. Tu vas rentrer boire tes 2 bières. Manger ton bon petit poisson braisé. Et pour toi, la vie, c'est fini. Mais qu'adviendra tes enfants? Qu'adviendra ton enfant demain? As-tu pensé à l'avenir de cet enfant qui n'a même pas demandé à naître? Déjà même le matin, si ce n'est pas ta mère qui le donne à manger, c'est peut-être le voisin. Mais tu t'en fous. Tu es bardé de diplôme, mon frère. Tu devais normalement être cadre supérieur. Tu devais normalement, avec la connaissance que tu as acquise à l'école, être de la classe sociale supérieure au Cameroun. Mais aucun nom. Aucun nom. C'est ça le Cameroun que vous voulez construire? En vous attaquant à une tribu? Qui vous a dit qu'en dehors d'une certaine tribu, les autres ne peuvent pas être présidents? Qui vous a dit cela? Comment pouvons-nous faire dans du ponce-pilatisme? Comment pouvons-nous nous livrer à ce genre de bassesse qui ne nous grandit pas? Dites-moi combien, je dis, dites-moi combien de mes frères Douala ont des diplômes et qui n'ont pas de travail. Vous êtes nombreux, mes frères Douala. Eh, Mbappé ne muna sawa. Langwa mabale. Keka langwa mabale wanan. Keka topo. Topo na bana mais sont en. Je vais te comprendre. Parle avec. Dites-moi combien de mes frères Douala. Parce que vous allez soutenir un certain Laurent Esso qui a l'argent de sa famille et pour sa famille. Laurent Esso ne va pas te nourrir pendant toute ta vie. Laurent Esso ne nourrira pas tes enfants pendant toute leur vie. Il ne s'occupera jamais de toi à l'hôpital. Il ne te connaît que le jour qu'il a son meeting. Et son meeting, il sait même d'avance qu'il ne va pas gagner son élection. Mais comme tout est truqué au Cameroun, il sortira vainqueur d'une élection truquée. Le RDPC sortira vainqueur d'une élection truquée. Et c'est en ce moment-là qu'on fait semblant de te donner une certaine place, de t'écouter. Au pire, maudit tonnerre va t'inviter, balayer les rues à Douala pour 2 semaines, 3 semaines après, il te fout dehors. Ah oui, il va te prendre pour quelques jours pour aller taper les femmes au marché central. Après 6 mois, 7 mois, il te fout dehors. C'est ça l'avenir? C'est ça ton avenir, mon frère? Non. Non et non et non. Je dis non. C'est pas l'avenir des Camerounais. Vous allez travailler quoi? 6 mois? Lors des campagnes électorales, on viendra vous ramasser au quartier. On va dire oui, on va te faire travailler à la commune, à la communauté urbaine. Parce que c'est là où ils vont verser tout le monde. On va vous faire travailler à la communauté urbaine. Comment il s'appelle? Doc Collins va te faire travailler à Média Plus. Marie-Lise Belle va te mettre à tel endroit. Ça, c'est pendant les campagnes. Une fois que les campagnes sont finies, 6 mois après, pouf, c'est la porte. On vous fout dehors. On vous fout dehors. Vous attendez encore 4 ans. Vous attendez encore 7 ans. Mes frères camerounais, réveillons-nous. Réveillons-nous. J'ai foi en ce monsieur qui s'appelle le professeur Maurice Kamto. Je ne suis pas militant du MRC. J'ai jamais été militant du MRC. Je ne suis pas, comment je vais dire, affilié à ce parti politique. Mais je crois aux convictions de l'homme qui est ce monsieur, professeur Maurice Kamto. J'ai cru, j'ai écouté son discours.
Avant la campagne électorale, Ahmed Kamer, il est là, il m'écoute, il sait qu'on a eu plusieurs discussions avec lui. Il m'a demandé, tu appelles à voter pour qui? J'ai dit pour personne. Parce que personne ne va officiellement gagner les élections. Bien que le RDPC va perdre les élections, ils vont la truquer. Mais j'apporterai mon soutien. Et Ahmed Kamer qui me suit ne peut pas me dire le contraire. Je lui ai toujours dit, on a eu des matinales avec Ahmed Kamer, mais pendant longtemps, j'ai toujours dit, je me mettrai derrière celui qui va revendiquer la victoire électorale du 7 octobre. Ce fut le cas avec le professeur Moïse Kamto. Et si, croyez-moi, cela aurait été même dit fort, qui s'était battu comme cet homme se bat aujourd'hui, j'aurais été derrière lui. Je serais avec lui. Qui que ce soit, si c'était Cabral Libi qui avait dit, comme il avait commencé à dire que j'ai gagné avant de se rétracter après, je serais mordicus derrière Cabral Libi. Mais un seul homme s'est levé contre ce monstre qu'on appelle Biya, contre ce monstre titanique qu'on appelle, comment il s'appelle, le RDPC. Ils ont cultivé, je dis qu'ils ont cultivé, et c'est dans leur ADN. Si vous voulez truquer les élections, où que ce soit dans le monde entier, faites appel au RDPC. Ils vont vous truquer les élections. Mais les gens qui sont capables d'aller fabriquer Transparency International, tout en sachant que le poteau rose va se découvrir, mais ils sont capables de vous présenter des gens et vous dire que ça c'est Transparency International. Qu'est-ce qui peut encore les dépasser de faire? Qu'est-ce qui peut? Vous avez un ministre qui se trouve à l'hôpital à Quintigny avec des centaines de morts et qui vous dit qu'il y a eu 0 mort. Mais vous croyez encore à ces gens-là? Mes frères, comme je vous disais, je me suis levé et aujourd'hui je suis avec cet homme. Et rien ne va m'éloigner de cet homme. Rien. Et ça devait être le cas pour vous, mes frères camerounais. Parce que je crois à une chose. Je crois à une chose que si demain ce monsieur est au pouvoir, ce ne serait pas un gouvernement du MRC que nous allons avoir. On aura un dialogue inclusif national. Avec la diaspora, bien sûr, incluse. On aura une révision de ce fameux ordonnance. Parce que ce n'est même pas une loi qui interdit la double nationalité. Hein. C'est une ordonnance. On aura une révision de cette ordonnance-là. On aura un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire que ce serait un gouvernement qui va refléter tout le Cameroun. Et ce ne serait pas un gouvernement partisan. Et j'en suis sûr et certain. Pourquoi? Quand vous entendez gouvernement d'union nationale, vous vous dites que c'est quoi? Que c'est un gouvernement Bamileke? Que c'est un gouvernement qui ne va être structuré qu'autour du MRC? Vous avez vu cet homme? C'est quelqu'un qui écoute. Etoudi ne serait pas une maison privée. Et j'en suis sûr qu'Etoudi serait une maison accessible à tous les Camerounais. Nous pourrions même la visiter. Nous pourrions même y aller, demander une doléance et voir cet homme. Parce qu'il est d'une accessibilité qui est sans pareil pour certains hommes politiques de sa tranche. Il n'est pas le Camerounais des Bamileke, il n'appartient même plus à sa tribu. Vous avez vu comment il a levé les foules lors de la campagne électorale. Vous pouvez me dire que c'était que des Bamileke? Non. Non. Vous avez vu comment Monsieur Cabral Libi, a levé les foules lors de sa campagne électorale. Est-ce que c'était que des Bassas? C'était des Camerounais qui y étaient. Mes frères, apprenons à penser en termes de nation. Pensons en termes de nation. Et quand on parle de nation, l'ethnie se dissout. Elle n'existe pas.
Vous croyez un seul instant qu'en France, il n'y a pas des ethnies? Ah ben si, il y a des ethnies en France. Mais vous n'allez jamais voir les Corses se lever et dire « Ah, on a nommé un gouvernement, il n'y a pas de Corse là-dedans. » Ils ne le diront jamais. Vous n'allez pas voir des Bretons se lever et dire « On a nommé, Macron a nommé un gouvernement, il n'y a pas de Bretons. Nous allons faire, c'est quoi ils appellent ça, une motion de soutien ou bien quoi, une lettre, ils ont une lettre, un nom qui donne à leur lettre là. » Vous n'allez jamais le voir. Parce qu'une nation, c'est les enfants c'est un peuple uni. On ne connaît pas qui est Bamileke, qui est Bassa, qui est Betty, qui est Boulou. On ne connaît pas. On connaît que le peuple. En France, on connaît le peuple français. Mais au Cameroun, apprenons qu'on doit connaître le peuple camerounais et non l'ethnie. Faisons passer le peuple camerounais avant nos ethnies. Certes, on appartient à une région du Cameroun, on ne va jamais l'enlever. Mais le plus important est le vivre ensemble, la cohésion sociale. L'ethnie disparaît là-dedans, ne se retrouve pas dans le vivre ensemble. L'ethnie ne se retrouve pas dans la cohésion sociale. Ça ne se retrouve pas, mes frères. Aussi longtemps qu'on va faire comprendre aux Camerounais qu'il faut un équilibre régional pour pouvoir gouverner le Cameroun. Aussi longtemps, on va chercher à diviser les Camerounais parce que ce n'est pas l'équilibre régional qui gouverne le Cameroun, qui doit gouverner le Cameroun de demain. Ce seraient les compétences. Ce seraient les compétences. Tu n'as aucune compétence. Tu ne peux pas accéder à un poste. On veut le Cameroun où la formation doit être écrite en lettres d'or. Je dis la formation professionnelle. C'est-à-dire que le garçon de 15 ans qui a eu un décrochage scolaire, qui a laissé l'école, doit pouvoir être formé à un métier. Ce n'est pas parce qu'on a bac+5 qu'on peut être le meilleur menuisier. Non. Tu peux avoir le cap et être cancre. Mais celui qui a fait sa formation, celui qui a fait sa formation, qui a fait 4 ans, 2 ans de formation en menuiserie, toi avec ton cap que tu as appris à l'école là, parce que ça c'est la théorie, lui il a fait la pratique, tu ne peux pas discuter menuiserie avec lui. Tu ne peux pas. Parce qu'il a appris son métier. Tu ne peux pas prendre un médiocre. Quelqu'un qui ne connaît même pas le b.a.-ba du management, tu le mets ministre parce que tu veux respecter un certain équilibre régional. Ça ne donne pas, ça tire le pays vers le bas. Moi, je peux vous dire aujourd'hui, je serais fier d'être dans un Cameroun où tous les ministres seront des boulous, mais que ce soit des compétents. Le plus important pour moi, c'est quoi en tant que citoyen? Est-ce que ces ministres-là me garantissent la sécurité sociale? Est-ce qu'ils me garantissent les infrastructures dans mon pays? Est-ce qu'ils me garantissent mes droits? Est-ce qu'ils gèrent bien? C'est ça qui doit être au-dessus de nos ethnies. Et c'est le Cameroun-là que nous voulons. C'est ce Cameroun-là que nous voulons construire. Le Cameroun de la compétence. On ne va jamais donner à un dermatologue. On ne va jamais permettre à un dermatologue d'ouvrir la thorax de quelqu'un. Le thorax de quelqu'un, autant pour moi. On ne va jamais demander à un spécialiste de poumons d'aller opérer les cœurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Du tout pas possible. Mes frères, soyons unis, mes frères. Pensons au Cameroun. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous devons penser au Cameroun. C'est que nous devons penser à notre pays. Oublions nos ethnies. Bien que nous appartenons à une, oublions-la. Pensons à ce qu'on appelle, ce que les Occidentaux ont construit. Vous ne pouvez pas venir en Occident vous faire soigner et ne pas voir le vivre ensemble qu'ils ont chez eux. Pensons à l'État-nation. Pensons à créer une nation et non une république d'ethnie.
créons une nation. Et dans cette nation-là, nous allons tous ensemble construire le Cameroun. Et vous, je vous appelle à réfléchir. Si votre avenir, c'est d'aller chanter, danser lors des périodes électorales et souffrir le reste du temps, je vous mets au défi. Vous qui avez appelé à voter le RDPC, combien d'entre vous pleurent tous les jours à l'hôpital? Combien d'entre vous appellent sa fille qui est en France pour lui dire « Ah, ça ne va pas, il y a tonton qui est malade, il y a l'enfant qui est malade. » Pourquoi vous appelez vos enfants qui sont à l'étranger, pourtant vous avez mis Biya au pouvoir? Pourquoi? Normalement, Biya devait s'occuper de vous. Biya devait s'occuper de vous. Un Français, quand il a un problème, vous savez à qui il demande des comptes? Quand il a un problème de santé, il ne demande pas les comptes au ministre. Il s'en fout du ministre. Un Français qui n'est pas bien pris en charge à l'hôpital, parce qu'il y a eu une négligence du corps médical, il ne demande pas les comptes à ce corps médical. Déjà, quand il y a un problème à l'hôpital, il y a eu une défaillance, je ne sais pas quoi à l'hôpital, la première personne qui rend les comptes au président, c'est le ministre. C'est jamais le médecin, c'est le ministre. Raison pour laquelle il démissionne le plus souvent. Il démissionne. Il rame son tablier parce qu'il a failli à sa mission. Ah oui. Il a failli, il rend son tablier. Mais au Cameroun, quand il y a un problème, comme ce qui s'est passé à l'hôpital de Deido, on tape d'abord sur le médecin, mais on oublie le ministre. Qu'est-ce qu'il a fait le ministre? Aujourd'hui, je vois les gens qui saluent le ministre, qu'il a signé, il a fait ceci, il a nouveau. Non, mais attendez. S'il n'y a pas de défibrillateur à l'hôpital à Kentini, vous venez arrêter le médecin, mais vous êtes normal ou quoi? Et vous venez être content quand le ministre a renvoyé le médecin? Mais il y a un problème. S'il n'y a pas de défibrillateur à l'hôpital, désolé, ce n'est pas la faute du médecin. C'est la faute du ministre. C'est la faute de la hiérarchie. Et au-dessus de ce ministre, il y a un président. Quand un Français a un problème, il a un problème quelconque, il ne s'agresse pas à un ministre, il s'agresse au président. Il crie sa colère à Macron. Les gilets jaunes ne se sont pas adressés aux élus locaux. Ils ne se sont pas adressés aux ministres. Ils se sont adressés directement à qui de droit, c'est-à-dire à celui à qui ils ont donné mandat de gérer leurs problèmes. C'est Emmanuel Macron. En l'occurrence, vous, celui à qui vous avez donné le droit de gérer la nation camerounaise, c'est Bi Vendor Barthélemy Paul Biya. Et personne d'autre. C'est lui qui doit vous rendre compte. Vous avez des militaires qui sont morts à Darak. C'est plus d'une semaine après qu'on vient vous décréter une journée de deuil national. Plus d'une semaine. Mais ce monsieur, dès qu'il y a un accident à Paris, 30 minutes après, il a déjà envoyé sa lettre de condoléances. Mais vous, au Cameroun, il faut attendre une semaine après. Et vous avez des intellectuels maudits qui vont applaudir. Oui, Paul Biya a décrété une journée de deuil national. Une semaine après. Quelques jours après. Dans un pays de droit. Dans un pays normal. Gouverné par des personnes réfléchies et qui adorent leur pays. Ce serait le même jour qu'on aurait mis les drapeaux en berne. Je dis le même jour. Quel est le drapeau qui a été mis en berne au Cameroun depuis cette attaque? Aucun. Aucun drapeau n'a été mis en berne. Même à Etodi, je ne sais même pas s'il y a un drapeau. Même au ministère de la Défense, par solidarité avec les familles, ils devaient mettre ces drapeaux en berne. Même si ça ne venait pas d'un décret. Mais aucun drapeau n'a été mis en berne. Aucun. On vient vous dire qu'on va vous accorder une journée de deuil national des jours après. Cette journée de deuil national, ce serait fait le même jour. Vous, les militaires camerounais, Paul Biya n'a rien à foutre de vous. Il vous emmerde tous les jours, comme ils emmerdent les Camerounais. Il vous enfonce plein dans le cul, ce monsieur de Biya. Je vous le dis. Parce qu'il n'a rien à foutre de vous. Un chef d'État qui se dit le premier militaire camerounais, commandant en chef de l'armée camerounaise. Son droit, son devoir de commandant en chef de l'armée lui exige d'être là où il fallait être.
Et c'était là où ces hommes camerounais-là sont morts pour défendre l'intégrité du territoire national. Ils devaient se déplacer pour y aller. Ils se seraient déplacés en tant que chef militaire. Il ne l'a jamais fait. Qui est-il déjà allé voir au front? Depuis des années que Boko Haram décime les Camerounais, il ne s'est jamais déplacé pour un seul instant aller à la région du Nord. Il y est allé quand ses intérêts étaient menacés. Il y est allé pour sa campagne électorale, qui a été courte, mais il y est allé quand même pour sa campagne électorale, pas pour vous. Pas pour vous. Et ce monsieur est en train de vous tuer à petit feu. Il vient décréter une journée de deuil national. Je vous jure que cela aurait été en France. Cela aurait été en France. Même au Sénégal. La journée de deuil national, la question ne se posait même pas. Les drapeaux de toute l'administration camerounaise devaient être mis en berne. Presto illico. Une fois que cela a été connu, les drapeaux allaient être mis en berne. Un policier en France est même assassiné. Je dis un seul, les drapeaux sont mis en berne. 17 soldats camerounais, si encore c'est même le vrai chiffre, sont tués. Et ce vautour, ce suceur de sang, vient vous signer un décret des jours après. Vous voyez quel est le mépris que ce chien galeux a pour les Camerounais. Vous voyez quel est le mépris que ce système vampirien a pour le peuple camerounais. Et vous osez encore, demain, vous allez porter l'habit du RDPC avec l'effigie de ce monstre dessus pour lui dire à Yop. Vous dites à un homme, tue-nous. C'est ce que vous dites à Biya. Quand vous portez cet habit de merde, vous dites à Biya, tue-nous. Mes frères, c'est vous qui devez changer le Cameroun. Ce n'est pas le professeur Maurice Kamto. On donne un cap au président. Ou le président nous donne le cap et on valide ou pas. C'est comme ça. Ou le président nous donne un cap et nous validons le cap ou pas. Voilà comment les choses allaient se faire. Dans un pays de droit. Mais là, qu'est-ce qui se passe? C'est Biya qui nous exige son calendrier. Si c'était un accident qui avait eu lieu, je ne sais pas, à Washington DC, Biya n'aurait même pas attendu le matin. Même à 2 h le matin, il aurait envoyé un communiqué à, comment il s'appelle, à Donald Trump. J'ai dit, l'accident avait eu lieu à 2 h le matin au Cameroun, heure du Cameroun. Biya se serait réveillé pour envoyer un communiqué. Quelles sont devenues les familles de tous ces militaires-là qui sont tués depuis? Abandonnés, oubliés. Oubliés. Que sont devenues ces familles-là? Que sont devenus ces enfants? Zéro. Oubliés. Au Cameroun occidental, au Nozo, les Camerounais se tuent entre eux. Que faisons-nous? Nous, Camerounais, que faisons-nous? Rien du tout. On est assis comme des spectateurs et on applaudit pendant qu'il y a les Camerounais. Ce que je voyais quand j'étais petit, ce que je voyais, je dis, quand j'étais encore gamin, je voyais des Rwandais marcher avec les valises sur la tête. Il y a une image du Rwanda qui ne me quitte pas la tête. C'est cette longue colonne humaine avec des valises et des matelas qui fuyaient les représailles. Je le vois, je le vis au Cameroun. Et nous sommes là, on croise les bras. Comme si ce n'était pas des Camerounais. Et tu as les gens de ce RDPC qui te disent, les Ambazoniens veulent partir. Ils croient qu'ils vont diviser le Cameroun. Ils sont très forts pour te dire que le Cameroun est un et indivisible, mais ils sont très faibles pour s'indigner face aux morts. Que ce soit des militaires ou des civils. Vous ne vous indignez jamais. Et même quand certains d'entre vous veulent s'indigner, ils disent, ah, les militaires sont morts, on dit nos condoléances. C'est comme si d'autres civils qui sont tués ne sont pas des Camerounais. Non, ce n'est pas parce que vous allez apporter votre soutien aux militaires ou aux familles de militaires qui sont morts que vous êtes plus patriotes, que vous n'êtes même pas patriotes.
Vous n'êtes même pas patriote. Nous avons l'obligation, le devoir, le droit de nous indigner quand un Camerounais a un problème. Et je m'indignerai toujours. J'ai apporté mon soutien à Ouaman du Terre. Est-ce qu'il épouse mon combat? Est-ce qu'il n'épouse pas mon combat? Je ne me pose pas cette question. Il y a un Camerounais qui est attaqué et je l'apporterai mon soutien. Qu'il soit avec moi ou pas, ce n'est pas une question. C'est ma réponse qui est importante. Et je vous demande de faire pareil. Indignez-vous quand un Camerounais a un problème. Vous avez une Française, Florence Cassé, qui a été arrêtée, emprisonnée. Vous avez vu tous les Français qui ne la connaissaient même pas, qui se sont levés, qui ont fait un collectif, qui ont réussi à libérer Florence. Vous avez un Français qui est pris en otage à la place de la République. Vous avez des milliers de Français qui s'y déversent pour demander à l'État de libérer ce Français-là. Même quand il a commis un impair. Un compatriote reste un compatriote. C'est un frère. C'est un frère, un compatriote. Ça reste un compatriote. Vous ne pouvez pas vous indigner de la mort des militaires et vous réjouir de la mort des civils. Même si ce sont ceux qui ont porté des armes. Ce sont des Camerounais qui se livrent une guerre fratricide. Et nous sommes des observateurs pour la plupart d'entre nous. C'est un danger pour la République. Nous voulons construire un Cameroun nouveau. Un Cameroun un et indivisible, comme ce gouvernement vampirien aime bien dire. Mais mes frères, c'est pas possible avec Paul Biya. Je vous dis encore une chose. Pardon. En tant qu'homme, je respecte Biya Paul. En tant qu'homme, je ne l'insulterai jamais. Mais en tant que président, je n'ai aucun respect pour le président usurpateur actuel du Cameroun. Je n'ai aucun respect pour lui. Parce que lui, à qui j'ai confié, à qui les Camerounais ont conféré le pouvoir de gérer le Cameroun, il n'a pas pu. Il a failli sur toute la ligne. En tant que président, je ne respecte pas cet homme. Non. Donnez-moi un truc et je vous dirai qu'il a échoué. Parlez-moi d'école. Je vous dirai qu'il a échoué pour l'école. Parlez-moi des hôpitaux, je vous dirai qu'il a échoué. Des routes, pareil. Il a échoué sur toute la ligne. Aujourd'hui, les Camerounais, si on ne se prépare pas mentalement, si on n'essaie pas de désamorcer cette bombe à retardement que Biya a mis au Cameroun, on va imploser dans une guerre tribale qui ne dit pas son nom. Parce qu'ils ont réussi à monter les X contre les Y. Réussi à diviser les Camerounais entre eux. Et ça, nous disons non. Les Bassa n'ont aucun problème avec les Bamileke. Les Douala n'ont aucun problème avec les Bétis. Moi, je n'ai aucun problème, moi, Calibri, avec un Béti. Est-ce que les Bétis ne souffrent pas autant que nous? Est-ce que les Boulous ne souffrent pas autant que les autres? Si, ils souffrent. Allez au sud. Moi, je vous dis que j'ai été en Guinée équatoriale, je passais par Kribi. Mais c'est... J'arrivais encore. Dès que tu arrivais même à l'entrée de Kribi, au bord de la plage, mais tu te demandais si tu étais dans une ville, dans une cité balnéaire. L'entrée de Kribi, en 2000, j'ai arrêté d'aller en Guinée équatoriale en 2001. En 2000, l'entrée de Kribi, même jusqu'en 2001, mais c'était désastreux. Juste au bord de la plage là, c'était n'importe quoi. Des nids de poules partout à l'entrée. Une fois que tu traversais le pont de Lombadjak, je crois, oui. Mais, mon Dieu,
Mon Dieu, tu te demandais si tu étais au Cameroun. Mon Dieu, je dis que tu te demandais si tu étais au Cameroun. Moi, je voyais des enfants. Je dis des enfants se réveiller à 3 heures du matin pour aller à l'école. Au Cameroun en 2001. Je voyais des enfants qui allaient à l'école à 3 heures du matin. J'avais parfois des problèmes avec mes chauffeurs. Je les exigeais parfois de s'arrêter pour prendre ces enfants-là. L'école la plus proche était peut-être à 5-6 km de la maison. Comment est-ce qu'un enfant comme ça peut avoir un avenir? Comment? Un enfant qui se réveille à 3 heures, 4 heures pour aller à l'école. Il quitte à l'école, il arrive à la maison à quelle heure? Et le lendemain rebelote. Il doit en plus aider sa maman. Il doit... Comment on peut accepter ça? Au nom d'une tribu. Parce qu'on va supporter le frère du village. De Kribi à Campo, il n'y avait pas de route goudronnée. De Kribi à Campo Beach, il n'y avait pas de route goudronnée. Quand Teodoro Obiangema a voulu construire une grande cité à Rio Campo, c'est-à-dire juste en face de Campo Beach, qu'est-ce que Bia a fait? Bia a dit à Obiangema que tu ne peux pas construire une cité pareille parce que ce serait réveiller les autres ici et je ne veux pas. Il a menacé même de récupérer une petite partie de Campo Beach. Il est allé installer une très grande base militaire à Campo. Il est allé installer une très grande base militaire à Campo pour dire au Obiangema, tu essaies, je t'écrase. J'ai dit, tout était déjà prêt pour construire cette grande ville-là. On a finalement abandonné. Je ne sais pas si on l'a repris après, mais je crois qu'on l'a abandonné. On l'a abandonné. Quand j'étais là, c'était abandonné. Je suis quand même parmi, je peux dire, des privilégiés qui parlaient avec les autorités à Bata. Même à Malabo. J'ai fait ce trafic-là à Douala-Bata. C'est moi qui ramenais les trucs à Bata. Je sais de quoi je parle. On a abandonné. Quand tu demandais, non, votre président, il est en train de nous menacer et tout. On a abandonné. Et parce que Obiangema voulait construire des routes, des villes. Et vous savez comment il construit ces villes en Guinée équatoriale. Des villes qui sortent de terre. Paul Biya a dit, jamais tu ne le feras pas. Et c'est comme ça qu'on a abandonné Rio Campo. On l'a abandonné à un certain Olé qui faisait le transport de Campo Beach à Bata. On l'a abandonné à ce monsieur qui a mis quelques cases où il vendait le poulet congelé, les dons Simon que vous voyez envahis à Douala sortaient de Campo. Sortaient de Campo. Voilà la vérité. Au sud, on souffre. Quitter Ebolo va même pour se retrouver à Yaoundé, n'a sofa. C'est de la souffrance. Vous croyez que les Betty Boulou et Ton sont plus à l'aise que nous? Non. Ils ne sont pas à l'aise. Vous avez vu le tribunal de... Comment il s'appelle? Du village où vit le monstre qu'on a enterré là, où c'est comme Belinga et Boutou. Vous avez vu le tribunal de sa ville? Un taudis. Mais on est allé construire un château. Vous croyez que c'est le château là qui va faire qu'il ne va pas pourrir? Il va pourrir bien. Construisez ce que vous voulez. Vous n'avez même rien fait. Il fallait l'enterrer avec une Rolls-Royce fantôme. Il fallait l'enterrer avec la Rolls-Royce fantôme. Climatisé. Pour l'éternité. Il ne va jamais se réveiller. Il n'a pas vu comme no one day. Il est mort, il est mort. Il n'est pas plus mort que mon grand-père qui est mort. Il n'est pas plus mort que ma grand-mère qui est morte. Il est mort, il est mort. Il ne va pas wake up. No one day. Allez verser tous les milliards qu'il a volés dans sa tombe. Il ne va jamais se réveiller. Jamais. Jamais il va se réveiller. Il a laissé la population de son village mourir. Même s'il y a un hôpital, là, il n'y a rien dessus. Rien dans cet hôpital. Il venait se soigner en Suisse. Il a cru que c'est la Suisse qui allait lui garantir la vie. Ah non, la Suisse n'a rien garanti. Il est mort. Il est mort. Il don't go. Go. Il est parti one time. Adieu. Et même là, on ne dit pas adieu. Tous les Camerounais lui disent en enfer. Comme Paul Biya, c'est ce bureau dans enfer. Ton enfer sur terre, tu le vis déjà ici-bas. Ce que tu vis là aujourd'hui, là, depuis 2018,
depuis octobre 2018, depuis le 7 octobre. Ce que tu vis là, c'est ton enfer que tu commences à vivre ici-bas avant de retourner là où tu es sorti. C'est ton enfer. Paul Biya, Bim Vondor Barthélemy, si on t'avait dit un jour que tu vas faire presque 1 an au Cameroun, oui, non, comment que tu ne vas pas sortir, il faut tu mens. Tu allais dire à la personne là qui ment. Voilà, tu es cloué chez toi au Cameroun. Même si tu n'as fait que 5 mois, tu ne l'as pas fait de ton propre gré, tu l'as fait parce que nous t'avons obligé. Toi le roi, toi qui ordonne, toi qui as le pouvoir de vie et de mort sur chaque Camerounais comme vous le dites. Mais tu es resté chez toi parce que les gens t'ont obligé. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça la vérité. Ashoka Ngongoli, c'est ça la vérité. Tu vas encore rester. Tu vas encore rester. Ce que Nyata a vu l'autre jour là, c'est petit. Pour toi là, c'est le grand frère, c'est l'armada que tu vas voir. C'est, comment je vais dire, c'est la marmaille des Camerounais. Comme tu crois que tu as réussi à installer le tribalisme au Cameroun, mais dans la diaspora, tu vas te rendre compte que ce serait le bataillon camerounais de défense que tu vas voir devant toi. Ah, moi, je sors toujours les langues. Tu vas voir le bataillon camerounais de défense devant toi. Essaye. Nous t'avons... On t'a mis prisonnier chez toi. Tu pouvais imaginer un jour Biya. Biya Bim Vondor Barthélemy, tu pouvais imaginer un jour que tu allais rester au Cameroun. Malgré toi, non. Tu n'avais jamais imaginé ça, même autour de toi là. Personne n'avait jamais imaginé que tu allais rester sur place parce que les gens t'ont dit que you know come again. Personne ne pouvait s'imaginer. C'est ton enfer que tu commences à vivre. Tu avais imaginé un jour que tu vas faire venir des avions pour te faire soigner? Non. Ta femme là avait imaginé que son cou allait augmenter comme les hérons. Ton bougnat, elle n'allait jamais imaginer. Aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est à Yaoundé qu'elle fait les ongles? N'est-ce pas, c'est à Yaoundé, elle a même, heureusement que la chimio a même enlevé sa bouillabaisse qu'elle avait sur la tête là. Heureusement que la chimio a enlevé ça. N'est-ce pas, c'est à Yaoundé qu'elle fait maintenant ses trucs? On achète, on vient lui donner, non? Elle savait un jour qu'on devait acheter les habits en bain pour venir lui donner. Maman Chantou, porte encore tes gros sacs que tu portes là, non? Achète encore. Mais on va seulement t'envoyer ça par DHL. On va seulement t'envoyer ça par DHL. On t'avait dit un jour que tu pouvais recevoir les colis par DHL. You for green. Si on t'avait dit ça un jour, tu devais accepter. Tu n'allais jamais accepter. Jamais tu n'allais accepter. Que tu vas aussi taper sur Internet comme ta fille Brenda. Taper sur Internet pour passer la commande. Tu n'allais jamais accepter. Aujourd'hui, pendant que tu venais voir les défilés de mode à Paris, partout, à Londres, aujourd'hui, tu tapes seulement la commande. Tu es devenu quoi? Internaute, hein? Ou comme habituel, one day, you return à internaute, je vais passer la commande de cette robe. Tu vas sauf que passer la commande. On n'a pas dit le contraire. Mais tu ne viendras plus chercher. Avant que tu venais, on bloquait le magasin. Mamie Touf Touf, elle se baladait partout, elle buvait le café. Maintenant, tu es derrière ton ordinateur chez toi et tout dit, tranquille. Tu ne sors plus. C'est l'enfer que vous vivez là. C'est votre enfer. C'est le début. Et ça va aller crescendo. C'est le début et ça va monter. Ça va monter, monter, monter. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Moi, je vous dis, il est encore temps. Il est encore temps, Paul Biya, de partir. Parce que même les militaires là, aujourd'hui, même les militaires là commencent à se rendre compte. Et je t'ai dit, il y a une bonne partie de l'armée qui t'ont vomi. Et ces militaires là, ces policiers là, se rendent compte qu'ils vont en finir avec toi. Ils vont en finir avec toi. J'ai appris qu'il y a des combattants qui veulent descendre te voir à Yaoundé. Je leur demande d'être très rapide. C'est une brillante idée. Mais encore faut-il la concrétiser. Mes frères, vous avez une belle idée. Je vous demande juste d'être rapide. Parce que le peuple camerounais n'en peut plus. J'espère que ce n'est pas un effet d'annonce.
et que vous allez joindre vraiment l'acte à la parole. Il faut qu'on unisse nos forces pour chasser ce gouvernement de Biya. Il faut qu'on unisse nos forces. Réservez déjà les avions. Prenez des visas ou bien je ne sais pas comment vous allez faire. Mais c'est une belle idée. Si vous pouvez rentrer au Cameroun et faire partie Biya, ce serait une très belle chose. Si cela va être rapide, parce qu'il ne faut pas annoncer quelque chose qui va faire 6 mois ou 7 mois, alors ce serait tromper encore les Camerounais. Mais je crois que cette idée-là doit être le plus rapidement possible mise sur les rails. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire et attendre des mois. C'est quelque chose qu'on doit dire et attendre des semaines. Parce que les Camerounais sont prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Très près même du but. Et tous les coups sont permis. Mon frère Collins, vous avez eu cette idée. C'est une très bonne idée. Concrétisez cette idée. Concrétisons-la parce que ça va de tout le monde. Mais il faudrait que ce soit rapide. Parce qu'on n'en peut plus au Cameroun. On n'en peut plus. J'organise bientôt une grande grève de la faim pour demander la libération de personnes qui ont été arrêtées le 26, le 28, le 1er juin, le 8 juin. Le 8 juin. Mes frères, je vous invite nombreux avec moi pour mener cette action. Parce que c'est ce que nous pouvons faire. Notre devoir, c'est aussi d'attirer cette communauté-là. Alors si elle n'est pas prête à faire libérer ces personnes-là, à leur tête, notre président, à leur tête, Tabé Ayouk, à leur tête, Valsero, à leur tête, Paul Chouta, à leur tête, Sakné, à leur tête, Raymond, à leur tête, toutes les personnes qui ont été arrêtées. Moi, Calibré Calibro, je vous demande de vous joindre à moi. Il faut que ce soit collectif. Le lieu a déjà été choisi. Maintenant, j'attends juste à voir des gens avec moi qui sont déterminés à aller au bout. Parce que je sais que nous sommes dans un état de droit. Et je sais que ce geste va encore attirer la communauté internationale à nous regarder. Nous allons être médiatisés à longueur de journée. Nous allons demander un sitting interminable. En tout cas, nous avons le droit de faire cette grève de la faim. Est-ce qu'ils vont nous laisser mourir? Ou est-ce qu'ils vont vraiment se pencher sur les problèmes du Cameroun? That is the question. Mais je sais que nous sommes dans un pays où on ne laisse pas les gens mourir pour une grève de la faim. On fait toujours tout pour les écouter. Alors mes frères, si on peut être une bonne dizaine, même si on peut être une centaine même le premier jour, et qu'au bout des jours les gens vont partir, c'est ça aussi médiatiser un problème. Et en l'occurrence, nous médiatisons le problème du Cameroun et surtout, nous exigeons la libération de toutes les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre des crises au Cameroun. Nous exigeons un dialogue inclusif entre Camerounais. Rejoignez-vous. Venez qu'on s'unit pour faire cela. En attendant, mes frères, samedi, vous deviez être mais vraiment nombreux à Washington. Mais vraiment nombreux. Le direct d'aujourd'hui, c'était pour demander aux gens, et c'est toujours pour demander aux gens, aux Américains, aux Camerounais qui vivent aux États-Unis, au Canada, même dans la diaspora en Europe. Si vous pouvez, rendez-vous à Washington. Samedi, nous devons commencer à fêter le Cameroun nouveau. Nous devons commencer à fêter le Cameroun nouveau. Je vous attends tous samedi à Washington d'ici. Et j'espère que vous allez
que nous allons être beaucoup plus nombreux que Coup de grâce à Paris. Et je vous demande de vous préparer pour la deuxième opération Coup de grâce initiée par mon frère Marc-Seigneur Ivoire. Préparez-vous pour la deuxième opération Coup de grâce qui va peut-être déboucher avec cette grève de la faim si on l'a fait avant ou si ce serait après. Oui, nous devons faire sortir nos frères de prison. Et tous les moyens sont bons. Maintenant, je me prépare mentalement à observer cette grève de la faim à un lieu bien précis de France, de Paris surtout. Les Français et le gouvernement luciférien de Biya doivent comprendre que les Camerounais ont changé. Que les choses ont changé au Cameroun. S'ils hésitaient, les choses ont changé. Je vous invite massivement, mes frères, pour Game Over samedi. Il faut que ce soit du succès, il faut que ce soit un tonus. Il faut que les résultats tombent aussi rapidement que les résultats de Paris. Il faut que ça tombe. Il faut que ça tombe. Préparez-vous. J'invite déjà, pour cette grève de la faim-là, j'invite déjà tous les leaders de basse à se joindre à moi pour cette grève de la faim. La France et la communauté internationale doivent comprendre que nous avons demandé, nous avons excité nos frères de sortir. Ces frères-là ont été arrêtés et nous sommes prêts à aller à l'ultime sacrifice pour obtenir la libération de nos frères. Et moi, Kalibri, je suis prêt. Je suis prêt à aller à l'ultime. Et vous pouvez poser 3 jours, 4 jours, je sais combien de temps. Ça prendra peut-être un mois, peut-être pas. Mais maintenant, pensons à nos frères. Pensons à libérer ces gens. Et je suis sûr que cette grève de la faim, elle ne peut avoir un succès que si elle est collective. Elle ne peut avoir un succès que s'il y a plus de 5, 6 personnes, 10 personnes, pourquoi pas 100. Même si ce n'est que le premier jour. 100 Camerounais qui se retrouvent à Paris pour une grève de la faim, pour exiger la libération de leurs frères, je peux vous assurer, qu'ils le veuillent ou pas, ils vont le médiatiser. Qu'ils le veuillent ou pas, Emmanuel Macron sera au courant à l'heure, à l'instant où nous allons commencer cela. Maintenant, je vous attends dans nos différentes pages. Ceux qui veulent être là, dites-moi juste, envoyez-moi un message. Et ensemble, mes frères, tous ensemble, nous allons libérer ces prisonniers politiques. Ensemble, nous allons libérer Paul Chouta. Ensemble, nous allons libérer tous ces gens. Préparez-vous pour cette grève de la faim. C'est l'arme ultime que nous avons. Et nous devons jouir de cette arme-là. Nous sommes des pacifistes. Et en attendant, je vous invite aussi très massivement pour la fête à Macron. Nous allons lui donner une belle fête. Nous, la communauté africaine. Nous, la communauté africaine, nous avons le plus grand rassemblement que nous souhaitons organiser à Paris le 13 juillet. Le plus grand rassemblement africain que nous souhaitons organiser à Paris le 13 juillet. Veille de la prise de la Bastille, veille de la libération de la France. Ouais. Rendez-vous le 13 juillet. Maintenant, j'attends toutes les personnes qui sont prêtes pour cette grève de la faim. Que nous organisons comment nous allons mettre cette grève de la faim-là sur les rails tous ensemble. Parce qu'aujourd'hui, c'est un projet collectif. Ce n'est pas un projet privé de la basse. Mais la basse libère ce projet pour que ce soit collectif. Vous avez la page de la basse. Vous avez ma page.
vous avez la page de Stéphane Chumbo, vous avez la page de Gréboni, vous avez la page de tous les combattants. Vous pouvez les contacter et nous allons organiser tous ensemble cette grève de la faim. Opération 10 personnes pour tenir je ne sais pas combien de temps. Je partirai jusqu'au bout. Peut-être je finirai à l'hôpital. Peut-être nous allons finir à l'hôpital. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne vont pas nous laisser mourir. La communauté internationale ne pourra pas nous laisser mourir. Et chaque soir, j'espère que vous seriez des dizaines à venir nous rendre visite, à venir nous apporter votre soutien. Voilà comment on peut arriver à faire changer quelque chose au pays. Voilà comment nous pouvons tous ensemble, mes frères, libérer ceux-là qui ont été arrêtés parce que nous leur avons demandé de sortir. Et voilà comment nous pouvons garantir à ceux qui vont sortir demain que nous allons toujours nous battre pour eux. Organisons-nous. Organisons cette grève de la faim, tous ensemble. À partir d'aujourd'hui, j'attends vos contributions. Surtout les personnes qui veulent, ne serait-ce que le premier jour, que nous allons décider aussi tous ensemble, faire cette grève-là pour libérer ces Camerounais-là qui ne peuvent plus aller à l'école, qui ont perdu leur boulot parce qu'ils ont voulu la liberté et la démocratie au Cameroun. Et dans l'union, nous pouvons aller loin. Si c'était une affaire d'une personne, croyez-moi, je l'aurais déjà fait depuis ce matin. Mais pour qu'elle soit efficace, il faut atteindre un certain nombre. Et le premier jour, pour qu'elle soit encore plus efficace, il faut qu'on soit très nombreux. Mais très nombreux ce premier jour. Ce serait peut-être la première fois, et ce serait même la première fois qu'une communauté, qu'un pays décide de se retrouver à un endroit X pour entamer une grève de la faim parce qu'on demande la liberté, la démocratie dans notre pays. J'attends vos suggestions, j'attends vos propositions. Ensemble, nous allons construire cet événement. Ensemble, nous allons libérer nos frères. Ensemble, nous allons rendre le Cameroun prospère, libre, où les droits sociaux vont être respectés. Nous allons faire du Cameroun ensemble un pays où Equinox, les télévisions ne vont pas devenir les ministères des Affaires sociales. Nous allons faire ensemble un Cameroun où les enfants de 0 à 5 ans seront pris en charge par l'État, surtout les familles les plus démunies, les familles indigentes. Ensemble, nous allons construire un Cameroun où le SMIC ne serait plus à 36 000 francs, mais voire le double, pourquoi pas le triple, parce que nous avons des ressources et des capacités. Nous allons construire ensemble un Cameroun où la justice sera aveugle, égale et équitable pour tout le monde. Où le ministre sera un justiciable comme le cultivateur du fin fond de Balmayo. Et c'est possible. Tous ensemble, Camerounais unis, nous allons le faire. Et nous pouvons le faire. Maintenant, nous allons créer un groupe WhatsApp. J'aime pas les groupes WhatsApp. Mais nous allons créer spécialement un groupe WhatsApp. Nous attendons déjà vos mails. Vous avez le mail de la brigade anti-Sardina. Vous avez, comme je vous ai dit, le numéro de Stéphane Chumbo. Vous avez son mail. Vous avez son Facebook. Le Facebook de Gré, fils du planteur. Vous avez le Facebook de Monseigneur Ivoire. Vous avez le Facebook des combattants. Vous qui voulez participer à cet événement-là, qui est ouvert à tous les Camerounais, mettons-nous tous ensemble et lançons cet événement. J'attends, je vous attends. Et ensemble, nous allons construire le Cameroun. Rendez-vous samedi pour le Game Over. Exceptionnellement, nous allons fêter et boire le champagne. J'espère qu'on va être plus nombreux qu'à Paris. Et préparez-vous pour la deuxième phase de Paris. Coup de grâce. Préparez-vous aussi à descendre massivement le 13 juillet pour aller à l'Élysée et dire à Macron que nous ne voulons plus du franc CFA.
Nous ne voulons plus du néocolonialisme. Nous ne voulons plus de l'emprise française de Bolloré chez nous. Mais nous voulons un Cameroun où on aura des vrais trains, où on aura un système de tramway qui va faire plaisir à tous les Camerounais, où on aura dans tous les grands quartiers de Douala, de Yaoundé, de Bolova, de Balmayo, de Kousséri, de Guidère, de Darak, des unités de sapeurs-pompiers, des unités du SAMU. On veut ce Cameroun-là et nous allons construire ce Cameroun. Merci beaucoup de m'avoir suivi ce soir. Je vous aime. Je vous souhaite bien des choses. Et je souhaite à mon pays la paix. La paix. Et la paix. Cette paix-là, ce serait sans billard. Et en attendant, exigeons tous la libération de Paul Chouta. Il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Et je vous confirme que la basse va être aux côtés de la famille de Paul Chouta. Nous avons déjà commencé et nous serons encore là. On ne va pas le lâcher. Et on ne le lâche pas. Ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas sur les réseaux sociaux qu'on ne fait rien pour les personnes qui sont arrêtées. Ils savent qu'on est auprès d'eux. Ils savent qu'on leur apporte notre soutien. Merci. Merci à vous qui m'apportez au quotidien vos soutiens. Merci à vous, les brigadiers que j'ai au sein de la brigade anti-Sardina. Merci pour votre soutien. Et avec vous, nous sommes encore très forts. À la brigade, nous sommes une famille. Et comme on dit, tous pour un pour tous. Merci Lapiro, Stacy, Kitio. Je ne veux plus citer les noms parce que je ne citerai pas tous les noms. Merci à tous les Camerounais qui nous apportent leur soutien. Vous qui nous avez fait des dons, sachez que ces dons sont utilisés à bon escient. Lundi, nous allons vous communiquer ce que nous avons fait avec l'argent que vous nous avez confié. Et un franc ne cherchera pas son frère. Nous n'avons pas besoin de cela. Au contraire, nous avons besoin d'un Cameroun libre, nouveau, où il n'y aura pas de corruption, pas de vol. Merci mes frères. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci à toi, Bibi, pour tout ce que tu fais. Merci d'être à mes côtés, de me soutenir. Merci à la femme de Gré. Merci à la femme de Stéphane. Merci à la femme de Lapiro. Merci à la femme de Cyril. Merci à vous, nos femmes, qui sont auprès de nous et qui, au quotidien, subissent ce que nous subissons. Merci à vous, oui, vous, qui nous regardez tous les jours. Je reçois énormément de messages de votre part et je vous dis merci. Et avec vous, je sens que nous sommes près du but et que ce Cameroun nouveau-là, nous allons construire cela tous ensemble. Restons en amour parce que je sais qu'il n'y a pas que les Bamileke, il n'y a pas que les Bassa, il n'y a pas que... Nous sommes tous des Camerounais. Un et indivisible. Together, comme on dit en anglais, we will be more strong. Together we will be more strong. And together we so strong. And we're supposed to be joined, to be one. And I know that we love our country because I love my Cameroon. I love my country. I love my brother to Bamenda, to Manfe. I love all of you. And I want to see peace in my country. And I hope very soon, maybe tomorrow, to see that peace. I wish to have a federal republic for Cameroon with 4 or 10 states. I wish, I know, very soon we will be free and proud to be Cameroon. More proud to be Cameroonian. Thank you so much. Thank you very much. I wish all the best. I wish all my best. And may God take care of all of you who want to go to United States to the game over. May God bless our country. God bless Cameroon and God bless Cameroon. Thank you so much to watch the program. I love you. Bye. See you very soon.